La première que j'aborderai est suivie, comme cela a été révélé par nos confrères du Monde, et ordonnée directement par le commandement militaire de l'Élysée et le directeur de cabinet de l'Élysée, M. Patrick Faure. Il s'agit, vous l'aurez compris, de l'affaire qui oppose Brigitte Macron à 11 citoyens français, dont 10 ont fait l'objet de mesures de contrainte à sa demande, placés en garde à vue, arrêtés pour certains aux aurores, et poursuivis pour avoir commis 2 types de faits dont elle s'estime victime. Le premier, avoir ironisé sur son identité, et notamment sur son identité sexuelle, ou avoir interrogé celle-ci. Et le deuxième, avoir interrogé notamment l'âge de la rencontre entre Mme Macron et le président de la République, dont il a été découvert un peu tardivement qu'elle était intervenue alors qu'ils étaient âgés respectivement de 14 et 39 ans, ce qui pourrait tomber sous le coup de la loi. Je représente à cette procédure, avec d'estimables confrères, 3 des personnes qui sont poursuivies. M. Pourson-Atlan, M. Djordjevic et M. Buckingham. Ces 3 personnes le sont pour des raisons différentes et ont fait l'objet d'un traitement particulièrement étonnant de la part du parquet de Paris, qui, au titre de sa compétence nationale, a dirigé les procédures les visant. Certains ont été privés de liberté sur des gardes à vue qui ont été prolongées au-delà des 24 heures normalement applicables. Je tiens à rappeler qu'en France, pour commencer, une exception républicaine, depuis 1881, faisait qu'il n'y avait pas de contrainte de corps qui s'appliquait aux personnes qui étaient considérées comme responsables de ce que l'on appelle des délits de presse, donc du fait de leurs écrits. C'est en réaction évidemment aux lettres de cachet qui étaient utilisées sous l'Ancien Régime et qui permettaient, sur demande de l'autorité politique d'alors, de priver de leur liberté des citoyens qui avaient commis le tort de critiquer ou de railler les plus puissants de l'époque. Nous avons été préservés pendant plus d'un siècle d'excès et d'abus de pouvoir de la part de nos dirigeants, et ces dispositions ont été contournées à l'initiative de M. et de Mme Macron et de la ministre d'alors, Marlène Schiappa, par l'adoption d'une loi sur le cyberharcèlement, qui permet pour la première fois de condamner à des peines de prison ferme effectivables des citoyens du simple fait de leurs écrits. Loi qui a été adoptée, comme beaucoup ces derniers temps, sous le coup de l'émotion, pour prétendre protéger les plus vulnérables de la société, notamment des adolescents qui feraient l'objet de harcèlement. Loi qui n'est systématiquement utilisée par le parquet de Paris, qui a compétence nationale sur ces questions, et en particulier sa section AC2, chargée des libertés publiques et de la presse, pour protéger des personnes qui sont proches du pouvoir, et en l'occurrence, Mme Macron. Dans ces circonstances, Mme Macron a demandé et obtenu, avec l'appui institutionnel de l'Élysée, et alors que l'Élysée avait prétendu qu'il ne s'impliquerait d'aucune façon dans ces procédures, a obtenu l'arrestation, parfois aux aurores, de 10 citoyens français qui ont été choisis au hasard pour faire exemple. Pour faire exemple et empêcher qu'un libre débat s'organise autour des questions dont il était sujet. En l'occurrence, nous nous retrouvons dans une situation très complexe qui va me permettre de revenir un peu sur les polémiques récentes qui ont eu lieu à l'égard de l'indépendance de la justice et sa capacité à exercer en dehors de toute pression politique. Nous avons entendu des cris d'orfraie de la part des magistrats prétendant que c'était scandaleux que l'on remette en cause la supposée indépendance qui était la leur. La réalité est qu'aujourd'hui, la personne qui a mis en œuvre ces poursuites à la demande de l'Élysée, qui était alors exerçant au sein de cette section AC2, a été promu à la tête de cette section. De la même façon que la procureure précédente qui était à la tête de cette section et qui avait déjà mené des procédures sur demande de l'Élysée a été aujourd'hui promue contre toute norme concernant l'avancement classique des magistrats à la tête d'un tribunal, en l'occurrence du tribunal de Fort-de-France. Ce sont des personnes qui exercent directement, sur instruction, à la demande et pour complaire à l'Élysée, et qui sont pour cela prêts à commettre des forfaitures, en l'occurrence des privations arbitraires de liberté, pour des raisons qui sont parfaitement futiles. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez la gravité de la situation. M. Djordjevic, qui a été poursuivi, qui était choisi au hasard, en prenant appui notamment sur la question, l'instrument qui a été créé il y a quelques années, qui s'appelle Pharos, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une plateforme de dénonciation en ligne de propos qui pourraient tomber sous le coup de la loi. Cette plateforme est utilisée par les parquets et par les forces de l'ordre pour cibler et identifier des personnes à la demande des autorités sans avoir à surveiller en permanence l'ensemble du réseau. Et donc il s'appuie sur
une tendance qui peut être très française à la délation, pour, prenant appui sur des dénonciations anonymes, aller chercher des personnes qui pourraient être considérées comme responsables ou coupables de crimes ou de délits de presse, et a fortiori, le cas échéant, de crimes de droit ou de délits de droit commun, comme ceux qui tombent sous la loi contre le cyberharcèlement. C'est ainsi qu'ont procédé le parquet et les forces de l'ordre, qui voulaient un procès exemplaire, qui fasse symbole et qui fasse œuvre d'intimidation les 27 et 28 octobre prochains. M. Djordjevic, identifié de ce fait, pour avoir considéré que la relation entre M. et Mme Macron pouvait tomber sous le coup de la loi, ce qui est une question qui se pose sérieusement, a fait l'objet d'une tentative de placement en garde à vue, avec l'arrivée des policiers et des gendarmes à son domicile, sur demande du parquet de Paris. Lorsque ceux-ci ont découvert que M. Djordjevic était handicapé à plus de 80%, n'était pas sorti depuis des années de son domicile, ils en ont évidemment, naturellement, informé le parquet pour comprendre quelle était la suite à donner, et en réalité, lorsque l'on lit le dossier, en sous-texte, indiquer qu'il serait bon que l'on abandonne les poursuites qui avaient été mises en œuvre à l'encontre de cet individu, quitte à en trouver un autre si le parquet de Paris souhaitait absolument se donner en spectacle. Eh bien, nous nous sommes retrouvés dans une situation où la parquetière en charge de cette procédure a quand même donné instruction d'entendre en audition libre, afin de le faire poursuivre, M. Djordjevic, qui sera donc jugé les 27 et 28 octobre, alors qu'il ne pourra pas se déplacer à son jugement parce qu'il est handicapé à 80%, qu'il n'a pour seule ressource l'allocation d'aide aux handicapés et qu'il n'a évidemment commis aucun crime ou délit. Ce sont des personnes sans casier judiciaire qui ont eu le tort de commenter une intimité que le couple Macron a mis en scène et a mis sur le devant de l'espace public et a transformé en arme politique au cours de l'ascension de M. Macron à partir de 2016 dans la presse People, avec l'aide de trafiquants d'informations comme Mimi Marchand, multicondamnés pénalement pour avoir agi de la sorte, avec l'aide d'oligarques propriétaires de médias comme Xavier Niel, propriétaire d'une grande partie des médias français, évidemment avec l'appui de Bernard Arnault, de personnes extraordinairement riches qui ont accepté de mettre à leur disposition les instruments qu'ils avaient au sein des médias français pour promouvoir une relation intime à l'initiative du couple Macron, notamment à travers des fausses paparazzades dans lesquelles étaient romancées les conditions de leur rencontre, dans lesquelles il était notamment prétendu qu'ils se seraient rencontrés alors que M. Macron était âgé de 16 ou 17 ans et Mme Macron de 34, 35 ans. De sorte qu'en ces circonstances, lorsqu'il a été découvert que ce n'était pas tout à fait ça, lorsqu'il a été découvert qu'en réalité il y avait eu mensonge, lorsqu'il a été découvert que Mme Macron avait un ascendant sur M. Macron, lorsqu'il a été découvert que M. Macron était mineur au sens de la loi sur la minorité sexuelle et non pas seulement mineur en termes de droits civiques, des citoyens ont commencé à s'interroger, non seulement sur le pourquoi du mensonge, mais pourquoi ce mensonge n'avait pas été traité par la presse. Et c'est ce qui a donné lieu à ces initiatives de la part de citoyens qui ont fait l'objet de poursuites dont je rappelle qu'elles ont été abandonnés et annulés par la Cour d'appel de Paris en diffamation, qui ont décidé d'eux-mêmes d'enquêter, alors qu'ils n'en avaient pas forcément les moyens et la formation, pour essayer de comprendre pourquoi il y avait eu ce mensonge. Et si l'on souhaite trouver l'origine de la rumeur sur l'identité sexuelle de Mme Macron et sur les différents épisodes qui ont accompagné depuis cette affaire, il faut la chercher dans ce mensonge original et non comme le fait l'Élysée aujourd'hui dans une sorte de fantasmatique propre des régimes paranoïaques et autoritaires, dans des supposées ingérences étrangères et dans la nécessité en conséquent de faire arrêter des citoyens lambda pour tenter d'arrêter la rumeur. L'explication qui, si Mme Brigitte Macron, comme elle l'a annoncé, se présentera à son procès le 27 et 28 octobre, devra être donnée sur les circonstances de cette rencontre, parce qu'elle aura à s'expliquer publiquement, elle aura à répondre aux questions de la défense, parce qu'il y aura le devenir pénal et la liberté de citoyen qui sera en jeu. Et à ce moment-là, Mme Macron ne pourra pas se dérober. Cette question-là risque d'être particulièrement difficile à supporter pour le pouvoir en place, parce qu'encore une fois, c'est lui et lui seul qui a décidé de le mettre en scène et de le déployer dans l'espace public, et qu'en conséquence, il ne peut pas se prévaloir d'une supposée atteinte à l'intimité, d'une atteinte à la dignité, et a fortiori d'une atteinte à l'intimité de la vie privée, qui est un délit qui peut être sanctionné de ce fait. Dans ces circonstances-là, moi je demande solennellement à Mme Macron de renoncer à se présenter à ce procès, de renoncer, de donner la France en spectacle et de dégrader encore un peu plus, non seulement la fonction de son mari, mais également de façon générale la stature de notre pays à l'égard de l'international, qu'elle renonce
à devoir se faire interroger sur des questions qui relèvent de son intimité, qu'elle n'aurait jamais dû mettre sur le devant de la scène et dans l'espace public, et qu'elle ne nous force pas à transformer ce procès en son procès. C'est une question qui m'apparaît fondamentale et sur laquelle, par ailleurs, j'accepterai de répondre à d'autres questions, y compris sur l'articulation qui a tenté d'être mise en place par le parquet de Paris, qui au départ avait pour théorie que tout cela serait la responsabilité d'un homme qui pourtant ne faisait que tenir un conte satirique, à savoir M. Poisson-Atlan, dit Zoé Sagan, et qui aujourd'hui se retrouve privé de sa garde à vue pour avoir fait de la satire, privé de sa liberté pendant 48 heures et désormais menacé de privation de liberté pendant 2 ans pour avoir fait de la satire sur des personnalités puissantes qui avaient d'elles-mêmes mis leur intimité dans l'espace public. Premier point qui m'apparaît important de traiter. La question de l'intervention du commandement militaire et de la direction de cabinet de l'Élysée dans cette affaire m'apparaît grave. Tout d'abord parce qu'elle démontre le mensonge de la part de l'Élysée lorsqu'il prétend qu'il ne serait pas intervenu dans cette affaire alors que le monde a démontré qu'il n'en est rien. Et elle est grave aussi parce qu'elle n'apparaît pas au dossier de la procédure pénale, malgré les révélations du monde. De sorte que nous nous trouvons dans une situation où des instructions ont été très probablement émises de la part de l'Élysée à l'égard de procureurs censément agir de façon indépendante et sans pression de la part du pouvoir politique, et que nous n'avons aucune possibilité, en tant que défenseurs, de discuter de cette question et d'essayer d'interroger les tenants et aboutissants de cette instrumentalisation de la justice dont auront à juger les juges de la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire. Voilà sur ce premier point qu'il m'apparaît important, parce que la question que j'aurais à poser à Mme Macron, d'une part sur la vérité ou la fausseté des allégations qui sont portées à son encontre, d'autre part sur l'instrumentalisation des moyens de l'Élysée, dont je rappelle quand même qu'ils ont fait convoquer des policiers pour que la plainte de Mme Macron soit recueillie au sein de notre palais, qui est le palais présidentiel. Mme Macron n'a pas même daigné se déplacer au sein d'un commissariat ou de la direction de la police judiciaire afin d'agir comme tout justiciable. Il est impossible de prétendre en ces circonstances que cette procédure n'appartiendrait pas à l'ordre de l'exceptionnel. Il est impossible de prétendre que des policiers convoqués à l'Élysée pour recueillir les paroles de Mme Macron aient pu agir en indépendance dans cette procédure, alors que leur carrière est directement affectée par la façon dont sera menée cette procédure. Il faut avoir à l'esprit ces faits particulièrement graves et cette dérive qu'encore une fois, je considère comme particulièrement dangereuse et autoritaire.